Bienvenue. Aujourd'hui, on ne se plonge pas dans un simple article technique, mais dans une véritable histoire à suspense. Absolument. On a entre les mains une source qui s'appelle PostgreSQL Survival Chronicle. Et franchement, ça se lit comme un techno-thriller. C'est tout à fait ça. On va suivre, minute par minute, le récit d'une administratrice de base de données, Elena Vesquez, face à une nuit de panne en cascade. Et ces pannes, elles menacent de paralyser une application financière majeure. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement de comprendre la mécanique de la panne, on veut vraiment entrer dans la tête des gens qui ont dû gérer ça. Comprendre la pression. La pression, les décisions qu'ils ont dû prendre en quelques minutes avec des conséquences potentiellement énormes. Notre mission, c'est donc de décortiquer cette crise pour en tirer les leçons. Parce qu'au fond, c'est une histoire qui parle de la fragilité des systèmes sur lesquels tout repose. Et c'est un sujet fondamental. Les bases de données, c'est le cœur invisible de notre vie numérique. C'est vrai. Chaque paiement, chaque réservation, chaque connexion dépend de leur stabilité. Une panne comme celle-ci, ce n'est pas juste une petite erreur de code. Non. Comme le montre notre source, chaque seconde d'indisponibilité, ça se chiffre en milliers de dollars. Et en perte de confiance des clients. C'est un drame avec des enjeux bien réels. Alors, posons le décor. L'histoire commence à minuit. Une alarme stridente déchire le silence. Mhm. Le tableau de bord de surveillance est rouge vif. Le nœud principal de la base de données, un serveur qui s'appelle AtlasDB Primary, est complètement muet. Depuis 5 minutes. C'est une éternité. C'est une éternité. Ce n'est pas un simple ralentissement, la source parle d'un arrêt cardiaque complet. C'est l'angoisse absolue pour quiconque travaille dans ce domaine. D'ailleurs, la source nous met directement dans la tête de l'héroïne, Elena, qui se rappelle une statistique glaçante. Ah oui là. La défaillance du nœud primaire est l'un des événements les plus critiques. La reprise doit être immédiate. La tension est là, palpable, dès les premières lignes. Le roi est mort. Justement, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, pourquoi cette distinction entre primaire et réplique est si fondamentale? Qu'est-ce qui rend la chute du primaire si cataclysmique? Alors, c'est le point crucial. Le nœud primaire, c'est le seul qui est autorisé à modifier les données. C'est le maître du jeu, si on veut. D'accord. Le seul détenteur de la vérité. Les autres nœuds, les répliques, elles ne font que le copier, en quasi-temps réel. Elles suivent. Elles suivent. Leur rôle, c'est d'assurer la continuité et de répartir les requêtes de lecture. Si le primaire tombe, plus aucune transaction, plus aucune nouvelle information ne peut être enregistrée. Le système est paralysé en écriture. Donc si je comprends bien, c'est pas juste un serveur qui tombe. C'est le seul gardien de la vérité du système qui disparaît. C'est exactement l'idée. Du coup, toute l'organisation devient instantanément aveugle et incapable d'agir. C'est ça. Et dans ce cas, la source insiste sur le fait que la panne est brutale. Les journaux d'activité, les fameux logs, se sont juste arrêtés. Net. Pas de message d'erreur, rien. Rien. Pas d'avertissement. Le silence total. Et ça oriente tout de suite le diagnostic. Ce n'est pas un logiciel qui a planté, c'est probablement le matériel lui-même. Ah oui. Une défaillance du système, un problème physique, une panne de disque. L'équipe comprend tout de suite qu'elle ne va pas simplement redémarrer un service. Le serveur est hors jeu. Face à l'urgence, la première action, c'est donc de lancer le protocole de basculement. L'équipe tente de promouvoir une des répliques pour qu'elle devienne le nouveau primaire. La source mentionne la commande PGCTL Promote. Sur le papier, ça a l'air simple, on choisit le meilleur soldat pour devenir le nouveau roi. Sur le papier, oui, mais la source insiste bien sur la différence entre la théorie et la pratique, surtout à 2 heures du matin. J'imagine. La théorie, c'est une procédure bien propre dans un document. La pratique, c'est une tempête. Et c'est là que le premier grain de sable vient enrayer la machine. Ils lancent la promotion de la première réplique. Et alors qu'ils attendent, le souffle coupé, que le système revienne à la vie, une nouvelle alerte apparaît. Évidemment. La deuxième réplique, celle qui était censée suivre le mouvement, refuse soudainement les connexions. C'est un rebondissement terrible. Ils pensent résoudre le problème principal, et un second, tout aussi critique, apparaît. Et qu'est-ce qui se passe avec cette réplique 1? La source explique qu'elle continue d'essayer de contacter l'ancien primaire, celui qui est mort. Ah, Elle n'a pas compris que la hiérarchie a changé. Elle est en quelque sorte loyale à un roi fantôme. attendez, ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec 2 versions concurrentes de la réalité? C'est un paradoxe temporel, mais avec des conséquences financières bien réelles. Vous mettez le doigt sur le cauchemar absolu de tout administrateur. Le split brain, la partition du cerveau. Le split brain.
C'est quand deux nœuds pensent être le primaire en même temps. Si ça arrive, ils acceptent tous les deux des écritures, les données divergent. Et là, c'est la catastrophe. Vous vous retrouvez avec deux versions de la vérité, et les réconcilier est souvent impossible, c'est la garantie d'une corruption de données massive. Donc l'équipe doit manuellement reconfigurer la réplique confuse pour qu'elle reconnaisse son nouveau maître. Et ça prend du temps. Des minutes précieuses. Je peux vous dire pour l'avoir vécu qu'il n'y a rien de plus angoissant que de taper une commande critique à 2 heures du matin, les mains tremblantes en sachant Que tout dépend de ça. que des millions de dollars dépendent du fait que vous n'ayez pas fait de faute de frappe. C'est un exemple parfait de ce que la source appelle la dette de l'automatisation. Chaque procédure manuelle, c'est un point de défaillance qui attend son heure. Le système est finalement de retour en ligne. L'équipe respire en pensant avoir maîtrisé l'incendie. Mais ils ne le savent pas encore. Le vrai danger n'était pas la panne visible. Non. C'était une pourriture silencieuse qui rongeait déjà les données. 1 heure plus tard, un analyste signale des anomalies dans un rapport. Les chiffres sont légèrement faux. Pas complètement absurde, juste décalé. Voilà, juste un peu à côté. Et là, la nature de la crise change radicalement. On passe d'un problème d'infrastructure, un serveur est en panne, à un problème d'intégrité des données. C'est bien plus grave. Beaucoup plus grave. La confiance dans l'information elle-même est ébranlée. La source utilise des mots très forts. C'est un cauchemar pour n'importe quel DBA et probablement le problème le plus complexe à résoudre. Parce que la question n'est plus est-ce que le système fonctionne, mais est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce que le système nous dit? Précisément. L'enquête, menée dans l'urgence, suggère que la cause n'est pas le crash lui-même, mais un événement qui l'a précédé de quelques minutes. Ah, Une requête de suppression erronée. Probablement une clause where dans une commande delete qui était trop large et qui a effacé bien plus de données que prévu. une erreur humaine en fait. Une erreur humaine, oui, masquée par la panne matérielle qui a suivi juste après. Le pire concours de circonstances. Et face à une corruption de données, j'imagine qu'il n'y a pas de solution magique. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton « Annuler ». Non, la seule option viable, comme le dit la source, c'est une restauration à un point précis dans le temps. Une Point in Time Recovery, ou PITR. Il faut remonter le temps? C'est ça. C'est un peu comme recharger une sauvegarde dans un jeu vidéo juste avant d'avoir fait une erreur catastrophique. Il faut trouver la sauvegarde exacte qui précède l'exécution de cette mauvaise requête. Sauf qu'ici, la décision n'est plus seulement technique. Elle devient stratégique. Parce que recharger une sauvegarde, ça veut dire perdre tout ce qui s'est passé depuis. Exactement. Et ça soulève une question terrible. Quelle quantité de données récentes, toutes les transactions valides enregistrées entre la requête erronée et le moment de la restauration, sont-ils prêts à sacrifier? Oula. Et c'est une perte contrôlée pour garantir l'intégrité de tout le reste. C'est un choix cornélien à faire en pleine crise qui implique les responsables métiers, pas seulement les techniciens. Et alors qu'ils sont en train de jongler avec cette restauration délicate, une autre alarme s'allume, peut-être la plus terrifiante. Oui, Le tableau de bord indique que leur unique bouée de sauvetage, la réplique numéro 2 qui a survécu, est en train de se noyer. elle est à la traîne. Elle prend un retard exponentiel sur le nouveau primaire. Oui, le lac de réplication explose. Le délai entre l'écriture d'une donnée sur le nouveau primaire et sa copie sur la réplique passe de quelques millisecondes à plusieurs minutes. Et l'écart ne cesse de grandir. Ils sont sur le fil du rasoir. Complètement. S'ils perdent le nouveau primaire maintenant, ils n'ont plus aucune copie à jour pour prendre le relais. C'est la menace d'un arrêt total des services. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? Eh bien, c'est un effet domino qu'a fait. Le nouveau primaire, pour rattraper tout le travail accumulé pendant la panne, il écrit des journaux de transactions, des fichiers qu'on appelle WAL, à une vitesse folle. D'accord. Pendant ce temps, la réplique, elle, a eu une micro-coupure réseau. Quelques secondes, un événement anodin en temps normal. Mais là, ce n'était pas un temps normal. Plique, elle, lit par-dessus son épaule. Mais à cause de la micro-coupure, elle cligne des yeux. Quand elle les rouvre, le primaire a non seulement fini le chapitre 10, mais il l'a déjà jeté pour faire de la place pour le chapitre 20. Elle est perdue. Elle est perdue. Elle demande le chapitre 10, mais il n'existe plus. Elle ne sait plus où reprendre l'histoire. Et la source pointe du doigt une configuration spécifique. While keep segments. C'était ça, le problème. C'était le filet de sécurité. Ce paramètre disait au primaire « Garde les 5 derniers chapitres sous la main au cas où ». Mais ça n'a pas suffi. Une configuration parfaitement adéquate 99,9% du temps s'est révélée être le maillon faible au pire moment possible. C'est incroyable.
La première crise a mis à nu une faiblesse cachée dans la deuxième ligne de défense. La crise se termine finalement au lever du soleil. Dans le rapport post-mortem qui suit, l'équipe a disséqué cette nuit d'angoisse. Et c'est intéressant de voir comment chaque incident a mené à une leçon très concrète. Pour la panne du primaire, par exemple, Alors là, la cause était matérielle, un module de mémoire défaillant. La leçon, c'est que le basculement doit être totalement automatisé. L'intervention humaine est trop mente et trop sujette à l'erreur. il faut un robot. Il faut un outil qui promeut la réplique et redirige le trafic sans qu'un humain ait à taper une commande. D'accord. Et pour la confusion de la topologie, quand la réplique ne reconnaissait pas le nouveau chef, C'était directement lié au point précédent, une procédure manuelle incomplète. La leçon, l'automatisation doit concerner l'ensemble du cluster. Quand un nouveau roi est couronné, tous les sujets doivent le savoir instantanément, sans discussion. sans discussion possible, pour éliminer tout risque de split brain. Logique. Et pour la corruption de données, cette fameuse requête erronée, Là, la leçon est fondamentale et dépasse la technologie. Des sauvegardes robustes et surtout des tests de restauration réguliers sont non négociables. ah, les tests. Il ne suffit pas de faire des sauvegardes, il faut avoir la certitude absolue, prouvée par des exercices, qu'on peut restaurer à partir d'elles. Et vite. Enfin, la panne de la réplication, le lag qui a explosé. Ça, c'était une configuration insuffisante, un filet de sécurité trop petit. La leçon, c'est d'adapter ces paramètres, non pas au fonctionnement normal, mais au scénario de crise. Il faut prévoir le pire. Il faut prévoir assez de marge pour que les répliques puissent survivre à des déconnexions, même en période de forte charge. Si on prend un peu de recul, l'enseignement clé de cette histoire, ça semble dépasser 7 problèmes individuels, non? Tout à fait. L'enseignement majeur, comme le conclut la source, ce n'est pas lié à une défaillance unique, mais à leur nature en cascade. Une réaction en chaîne. Exactement. Une panne matérielle a mis à l'épreuve le processus de basculement. Le stress du basculement a révélé une faiblesse dans la configuration. Et tout ce chaos a finalement mis en lumière un problème de corruption qui, autrement, Aurait pu passer inaperçu. est bien plus longtemps. Chaque couche de défense a été testée et percée, l'une après l'autre. La chute d'un seul domino a emporté toute la rangée. Voilà, un système résilient, ce n'est pas un système qui ne tombe jamais en panne, ça c'est une illusion. C'est un système capable de contenir une panne, de résister à une réaction en chaîne. Et cette histoire, elle montre que la stratégie pour y parvenir se forge souvent dans le feu de l'action. Et dans l'analyse post-mortem d'une nuit blanche comme celle-ci. C'est ça. Alors, que retenir de tout ça? Pour moi, c'est un rappel puissant que le monde numérique, si lisse en surface, repose sur des fondations d'une complexité et d'une fragilité extrêmes. Oui. Il est maintenu en état de marche par des gens comme Elena et par des procédures nées de nuits d'angoisse. Ce n'est pas seulement une question de code, c'est une question de planification face au chaos inévitable. Et le récit se termine sur une note que je trouve particulièrement éclairante. Après avoir tout réparé, tout analysé, l'équipe décide de s'entraîner pour le scénario qu'elle craint désormais le plus. H. Et ce n'est pas une autre panne matérielle. Non. C'est, je cite, « une corruption silencieuse qui échappe à une détection immédiate ». C'est intéressant. Ils ne se préparent pas à revivre la même crise, mais à affronter la suivante, celle qu'ils n'ont pas encore vue. Exactement. Et ça soulève une dernière réflexion. Quelle est la panne la plus dangereuse? Le crash bruyant et évident qui mobilise tout le monde à minuit, comme celui qu'ils ont vécu? Oui. Ou l'erreur discrète, la petite modification de données incorrectes, qui corrompt les informations silencieusement pendant des jours, voire des semaines, Avant que quiconque ne s'en aperçoive. et que le mal soit profondément ancré dans toutes les sauvegardes. C'est une pensée vertigineuse. Le ministre qui défonce la porte ou celui qui est déjà dans la maison depuis des semaines.